bienvenue à cette exploration des sources. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'un projet assez unique, le jeu vidéo de stratégie en temps réel 0AD. Mhm. On a sous les yeux des extraits de Wikipédia, des annonces du site officiel, un aperçu des forums, bref, pas mal de matière. Oui, L'objectif, c'est de comprendre ce qui fait la spécificité de ce jeu, son développement, disons, atypique, hein. Et puis ses évolutions récentes, le rôle de sa communauté, c'est un jeu gratuit, open source, qui nous emmène dans l'Antiquité. Alors, on y va? oui, c'est un cas d'étude vraiment fascinant. Un projet au très long cours, porté entièrement par des bénévoles et qui essaye de marier stratégie historique pointue et développement open source. D'accord. Et ça se concentre sur une période précise, 500 avant Jésus à 1 avant Jésus, avec même une ambition d'aller jusqu'à 500 après. Alors, pour commencer, histoire de bien poser les bases, 0AD, c'est un STR, un jeu de stratégie en temps réel, donc on retrouve les mécaniques qu'on connaît. Construire sa base, gérer l'économie, former une armée, combattre. Oui, les fondamentaux du genre sont là. Mais ce qui ressort tout de suite des sources, c'est l'accent mis sur la dimension historique. Ce n'est pas juste un décor, on est d'accord. Ah non, pas du tout. C'est même une priorité revendiquée, et ça depuis le début. La fidélité historique, c'est vraiment leur cheval de bataille. Et ça se traduit comment concrètement dans le jeu? De plusieurs façons. Par exemple, un truc assez marquant, les noms des unités, des bâtiments, ils sont affichés dans la langue d'origine de la civilisation. Ah oui, genre en grec ancien, en latin. Exactement. Bon, évidemment, c'est traduit pour le joueur, hein, mais ça participe à l'immersion. Et puis, il y a un gros travail sur l'exactitude visuelle, les armures, les armes, l'architecture. D'accord. C'est un choix fort. Peut-être plus facile à tenir d'ailleurs pour une équipe de passionnés que pour un studio commercial qui vise un public très large, quoi. C'est intéressant ça. Et cette approche historique, elle influence aussi la progression dans le jeu? J'ai lu quelque part qu'il y avait des phases. Oui, tout à fait. La progression se fait en 3 phases. Village, ville et puis cité. Et ce n'est pas juste pour dire, hein, ces phases essayent de coller à l'évolution historique des colonies. D'accord. Et du coup, ça débloque de nouvelles unités, des bâtiments, des technologies de manière assez logique. Chaque civilisation, et il y en a pas mal de l'Antiquité, a ses spécificités, ses points forts, ses faiblesses, que ce soit sur Terre ou sur mer, toujours dans cette optique historique. Parlons un peu du développement, parce que l'histoire de 0AD est particulière, on peut le dire. C'est long, c'est sinueux, ça n'a pas commencé comme un jeu indépendant, si? Non, pas du tout. L'aventure a démarré en 2001, c'est loin. À l'origine, 0AD, c'était un projet de mode. Un mode. Oui, une modification complète pour un monstre sacré du STR, Age of Empires 2. Ah oui, d'accord. Mais l'équipe de départ, qui s'est appelée Wildfire Games, ils se sont vite sentis à l'étroit. Le moteur d'Age of Empires 2 limitait leur créativité, leur vision. Et la décision radicale. On laisse tomber le modon et on crée tout de A à Z. Moteur compris. C'est un pari énorme ça pour des bénévoles. Un pari colossal, oui. Ils se sont lancés dans la création de leur propre moteur 3D qu'ils ont appelé Pyrogenesis. Pyrogénésis. Voilà. Et c'est vraiment ça qui explique en grande partie cette durée de développement exceptionnelle. On part de plus de 20 ans de travail continu. C'est rare dans le jeu vidéo et encore plus dans l'open source. Et le gros tournant, ça semble être le passage en open source en 2009. Qu'est-ce que ça a changé concrètement? Ah, ça, c'était une étape clé. Wildfire Games a libéré le code source de Pyrogenesis sous licence GNU-GPL, version 2 ou plus récente, et toutes les graphiques, musicales, etc. sous licence Creative Commons CC BY-SA. Ce qui veut dire... Que 0AD est devenu complètement libre et gratuit. N'importe qui peut le télécharger, le modifier, le partager. Et même regarder le code pour l'améliorer ou s'en inspirer. Gratuit, mais vraiment gratuit. Le site officiel insiste beaucoup là-dessus, j'ai remarqué. Pas de piège, pas de modèle freemium caché? C'est une des affirmations fortes du projet, oui. Pas de freemium, pas d'achat dans le jeu, pas de pub. Le développement repose à 100% sur le bénévolat. C'est Wildfire Games, ce collectif international, qui coordonne tout ça. Mhm. Les sources parlent de plus de 100 contributeurs au fil des années.
Et pour la partie un peu plus administrative, les dons, le juridique, c'est surtout une organisation à but non lucratif, Software in the Public Interest, qui gère. Pourtant, on voit une trace d'une tentative de financement participatif en 2013. Ça n'a pas marché comme espéré, hein. Alors oui, ils ont lancé une campagne sur Indiegogo. L'objectif était ambitieux, 160 000 $, surtout pour essayer de payer un développeur à plein temps. Ah oui, pour structurer un peu. Voilà. Ils ont récolté un peu plus de 33 000 $. C'était utile, bien sûr, mais ça montre bien la difficulté de financer de gros projets open source comme ça par le crowdfunding, même avec des fans. Le modèle bénévole est resté dominant. Et ce long chemin nous amène au développement plus récent. La sortie de l'Alpha 27 à Garni, en janvier 2025, s'est présentée comme une étape majeure. Oui, très importante. Au-delà de toutes les nouveautés qu'elle apporte, le gros truc, c'est l'annonce que c'est la dernière version alpha. La dernière Alpha, ça veut dire quoi? Ben, c'est plus qu'un simple changement d'étiquette, c'est un changement de philosophie en fait. C'est reconnaître que le jeu a atteint une certaine maturité. D'accord, on va y revenir. Mais d'abord, les avancées techniques de cette Alpha 27. On parle beaucoup de l'intégration de Vulkan. C'est quoi l'intérêt pour le joueur? Alors, Vulkan, c'est une API graphique, disons moderne. Elle est faite pour mieux utiliser les processeurs multicore et les cartes graphiques d'aujourd'hui. Concrètement, ça devrait améliorer les performances, la fluidité, la stabilité du jeu. Surtout quand il y a beaucoup d'unités à l'écran, ce qui est fréquent en STR. Donc, moins de ralentissement dans les grosses batailles. C'est l'idée, oui. Et ça ouvre aussi la porte à des technologies comme le FSR d'AMD. Ça permet d'ajuster l'équilibre entre qualité graphique et fluidité. C'est pratique si on n'a pas une machine de guerre. On parle aussi de GPU skinning. Encore un terme technique. Ça rapporte quoi? Le GPU skinning, en gros, ça décharge le processeur principal. L'animation des personnages 3D, qui demandait pas mal de calculs au processeur, le CPU, est maintenant en partie gérée par la carte graphique, le GPU. Et le résultat? Bah, potentiellement, plus d'images par seconde. Surtout quand il y a beaucoup d'unités animées, comme des légions entières, des éléphants, ça libère le CPU pour autre chose. Donc, un gain de performance est espéré. Ok, donc un gros effort sur la technique et la performance. Il y a eu d'autres ajouts importants dans cette Alpha 27, sans tout lister bien sûr. Oui, on peut noter des choses assez attendues par les joueurs, la possibilité enfin de sauvegarder et reprendre les parties multijoueurs. Ah oui, ça c'est crucial. Très demandé, oui. Il y a aussi une page trucs et astuces intégrée pour aider les débutants, une refonte assez importante du jeu naval, des outils améliorés pour ceux qui aiment regarder les parties, et puis bien sûr de nouvelles cartes, des améliorations graphiques un peu partout. Les sources montrent même une comparaison avant-après sur 15 ans, c'est assez parlant. Et donc, revenons-y. Cette décision d'arrêter l'étiquette alpha. Pourquoi maintenant, après toutes ces années? L'équipe explique que, même s'il manque encore des fonctionnalités qu'ils avaient imaginées au tout début, le jeu est aujourd'hui très stable, très jouable. Souvent plus que des jeux commerciaux en accès anticipé, en early access. Hmm. Le cycle classique alpha, on ajoute des trucs, bêta, on corrige les bugs, version finale, ça ne colle plus vraiment à leur façon de travailler, qui est très continue, très itérative. D'accord. Déjà là, il est solide. Et dans cette logique, on voit arriver un premier patch, l'Alpha 27.1, peu de temps après. C'est une nouvelle manière de faire les mises à jour. C'est exactement ça. C'est leur premier patch release. L'idée, c'est de pouvoir corriger vite les bugs importants ou les problèmes de performance qui apparaissent après une grosse sortie. Sans attendre la prochaine grosse version. Voilà, sans attendre la release 28. Ils ont eu des soucis avec du vieux matériel, Windows 7, des choses liées à Vulkan ou au GPU skinning. Ce patch permet de réagir vite et surtout, il reste compatible en multijoueur avec la version 27. Ah, ça c'est important pour pas fragmenter la communauté. Tout à fait. Ça permet d'être plus agile, de répondre aux retours urgents sans bloquer le développement des nouveautés à venir. Parlons maintenant du cœur du jeu, le gameplay. Parce que l'Alpha 27, ce n'était pas que de la technique, loin de là. Il y a eu pas mal de retouches. On note une volonté de mieux différencier les civilisations. Oui, c'est un axe de travail important. Plusieurs factions, comme les Spartiates, les Romains, les Athéniens, les Macédoniens, ont eu des ajustements pour mieux coller à leurs spécificités, qu'elles soient historiques ou stratégiques. Des exemples? Les Romains, par exemple, ont une technologie clé liée aux réformes de Marius. Ça transforme leur armée, mais ça coûte cher économiquement. Les Spartiates, eux, ont accès plutôt à leurs hoplites d'élite. Ce sont des petits ajustements, mais qui peuvent changer la stratégie et augmenter la rejouabilité. Des changements aussi sur la microgestion, le combat naval, j'ai cru voir? Oui,
On peut maintenant viser manuellement avec les bâtiments défensifs, comme les tours. Ça ajoute une petite couche tactique. Et la refonte navale est assez profonde. Ah oui. Les navires sont classés plus clairement. Reconnaissance, tir, flèche, éperonnage, feu, siège. Ça change la dynamique des batailles sur mer. Il y a même un arbre technologique spécifique pour la marine maintenant. Les sources parlent aussi d'une révision du système de capture des bâtiments. Apparemment, c'était suite au retour des joueurs. Oui, c'est un bon exemple de l'interaction avec la communauté. Avant, il suffisait d'attaquer un bâtiment pour essayer de le capturer. Maintenant, il faut une action spécifique avec une touche. D'accord, c'est plus intentionnel. Exactement. L'attaque par défaut, c'est l'attaque. Et la défense contre la capture, elle dépend de la capacité d'attaque de capture des unités qui sont en garnison. Donc il faut mettre les bonnes unités pour défendre, pas juste remplir le bâtiment. C'est plus actif, plus stratégique. Et du côté des unités elles-mêmes, du neuf? Des refontes? Oui, pas mal de choses. Les éléphants, par exemple, ont été repensés. Ce sont de vraies unités de choc, efficaces contre l'infanterie et la cavalerie grâce à des dégâts de zone. Ah, les fameux éléphants de guerre. Voilà. Et puis, il y a de nouvelles variantes d'unités champions, les unités d'élite de fin de partie, des chars plus costauds, de la cavalerie très lourde de type cataphracte, super blindée mais lente, ou des épéistes qui font aussi des dégâts de zone. L'idée, c'est de diversifier les armées en fin de jeu. Forcément, tous ces ajouts, toutes ces refontes, ça demande un gros travail d'équilibrage derrière pour que tout tienne debout. Quelles sont les grandes lignes de cet équilibrage dans l'Alpha 27? Il y a eu un gros focus sur l'équilibre entre la mêlée et le combat à distance. En gros, les unités de mêlée font plus mal, mais sont un peu moins résistantes, alors que les unités à distance font un peu moins mal. L'objectif, c'est de rendre la mêlée plus décisive. Moins simple échange de tirs où on attend que l'autre tombe. Un peu ça, oui. Rendre le contact plus impactant. Il y a aussi des ajustements sur l'expansion. C'est moins cher de construire de nouveaux centres-villes, mais le territoire s'agrandit plus lentement à chaque phase. Ça change un peu la stratégie d'expansion. Hmm. Et puis des renforcements pour les murs, des changements sur les engins de siège, les catapultes font des dégâts de zone, les béliers sont plus rapides si on met des unités dedans, mais plus fragiles au tir. C'est un travail constant d'ajustement, basé sur les tests, les retours. Ces retours, justement, ça nous ramène à la communauté. Les sources insistent énormément là-dessus. C'est vraiment le cœur du réacteur, non? Ah oui, c'est absolument vital. Pour un projet open source comme 0AD, la communauté, ce n'est pas juste des joueurs, c'est une partie intégrante du développement, de la vie du projet. Et ça se voit où? Les forums, Les forums officiels, oui, ils ont l'air très actifs. il y a des sections pour tout, les discussions générales, l'aide technique, le partage de parties enregistrées, les replays pour analyse, les captures d'écran. Mais ça va plus loin que juste discuter du jeu, j'imagine. Il y a de la contribution directe? Carrément, les forums ont des espaces dédiés au développement artistique, à la création de modes. Les modes, oui, ces modifications du jeu. Exactement. Ça peut être des petits ajustements ou des refontes complètes. Le mode Delenda Est est souvent cité, par exemple. Il y a aussi des sections pour créer des scénarios, des cartes, et surtout, il y a un appel permanent à de nouveaux contributeurs. Dans quel domaine? Il faut être développeur? Pas seulement, loin de là. Ils cherchent bien sûr des programmeurs en C++, JavaScript, Python, des artistes 2D et 3D, des gens pour le son, mais aussi pour le montage vidéo, l'animation des réseaux sociaux, le web design, la traduction, ils utilisent une plateforme Transifex, et bien sûr des testeurs. L'assurance qualité, c'est crucial. C'est donc cette communauté très large qui fait vraiment tourner la machine? C'est le moteur et le carburant, oui. Et cette vitalité, on la voit aussi par leur présence à des événements comme le FOSDEM, une grande conférence européenne sur le logiciel libre. La transparence est aussi importante, avec des forums dédiés à la gouvernance du projet. Et ça paye. Le jeu a eu une certaine reconnaissance? Oui, il a eu quelques distinctions. Une deuxième place dans un vote de joueurs sur IndieDB en 2012, élu jeu open source de l'année en 2013 par linuxquestions.org. Ce sont des signes de reconnaissance. Et on a une idée du nombre de joueurs, de l'intérêt que ça suscite? Les chiffres de téléchargement sont mentionnés quelque part? Oui, les sources parlent de plus de 1,3 million de téléchargements juste sur SourceForge entre 2010 et mi-2021. Bon, c'est un chiffre partiel, ça ne compte pas tout, mais ça montre quand même un intérêt réel et qui dure. Il y a même des bandes originales officielles qui sont sorties avec un deuxième album en préparation. Ça montre l'investissement bénévole, même dans les détails. Quel parcours quand même, hein. Bon, si on essaye de résumer tout ça,
Zero AD, c'est un jeu de stratégie historique en temps réel, gratuit, open source. C'est le résultat d'un développement marathon sur plus de 20 ans, porté par une communauté de bénévoles du monde entier. C'est ça. Il se distingue par son souci de fidélité historique et son modèle de développement ouvert. Et aujourd'hui, il arrive à une nouvelle étape en laissant tomber l'étiquette alpha pour viser plus large. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? Quelle réflexion ça nous inspire? C'est une excellente question pour finir. Au-delà du jeu lui-même, qui est déjà une sacrée performance vu les conditions, l'histoire et le fonctionnement de 0AD posent des questions intéressantes, je trouve. Par exemple, Par exemple, qu'est-ce que la persévérance et la réussite même relative d'un projet créatif bénévole aussi énorme nous apprend? Sur le potentiel, mais aussi les limites de ce modèle collaboratif aujourd'hui à l'ère numérique. Intéressant. Ou alors, plus proche du thème du jeu, est-ce que simuler en détail, même si ça reste un jeu, les économies, les guerres, les sociétés antiques, est-ce que ça peut nous offrir des perspectives, des façons de penser qui dépassent le simple plaisir du jeu de stratégie? C'est une piste de réflexion, je crois.